Bonjour, je suis le Dr Zenaki, maître de conférence en pédiatrie, et je vais vous parler aujourd'hui du dépistage et de la prévention du rachitisme. Comme objectif, à la fin de ce cours, vous devriez connaître la physiopathologie du rachitisme carentiel. Vous devriez être capable, à la fin du cours, de faire le dépistage et le diagnostic du rachitisme. Vous devriez être capable d'entreprendre la prévention du rachitisme dans le cadre du programme national et de différencier le rachitisme carentiel des autres rachitismes de l'enfant. Le rachitisme est une maladie pédiatrique qui touche la plaque de croissance des os. Voici la définition. Donc, le rachitisme carentiel, maladie de l'organisme en croissance rapide, est un syndrome résultant d'un défaut de minéralisation du tissu préosseux nouvellement formé, lié à une carence en vitamine D. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que du fait du manque de vitamine D, le tissu préosseux, c'est-à-dire au niveau des métaphyses des os, là où l'os grandit, ne va pas s'ossifier et ça va entraîner des manifestations que nous allons voir. Donc dans ce cours, nous allons traiter le dépistage et la prévention. Le dépistage qui est l'action qui consiste à rechercher systématiquement et découvrir ce qui est peu apparent, c'est-à-dire qu'on va essayer de dépister le rachitisme chez les enfants qui vont venir en consultation. Et la prévention, ce sont les mesures qui permettent d'éviter l'apparition, l'aggravation, l'extension et les séquelles de certaines maladies. Donc le but du cours, c'est surtout de prévenir. Ce n'est pas tellement de traiter le rachitisme, mais c'est surtout d'éviter que les enfants fassent un rachitisme. Donc dans cette présentation, après la définition, je vais vous parler de l'intérêt, de la physiopathologie, du diagnostic positif et du dépistage, du traitement et de la prévention. Pourquoi est-ce important de parler du rachitisme? Parce que c'est une pathologie qui était fréquente et qui est en nette diminution en Algérie grâce à la prévention par la vitamine D. Parce que c'est une pathologie qui peut être grave. Il peut y avoir des complications pulmonaires, ce qu'on appelle le poumon rachitique, et des séquelles orthopédiques. Et l'intérêt le plus important, c'est un intérêt de prévention. La prévention du rachitisme est efficacement et simplement assurée par une supplémentation du nourrisson en vitamine D. La physiopathologie, voici sur ce schéma le métabolisme de la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D est produite à partir du cholestérol qui va se transformer en cet hydrocholestérol et sous l'effet du rayonnement UV, des ultraviolets au niveau de la peau, donc ce cholestérol, cet hydrocholestérol, va être transformé en vitamine D3 qu'on appelle le cholécalciférol. La vitamine D3 peut également être apportée par l'alimentation, mais l'apport alimentaire en vitamine D est faible. Le gros de la vitamine D, c'est pour ça qu'on supplémente. Le gros de la vitamine D est produit sous l'effet de l'exposition au soleil au niveau de la peau. Cette vitamine D3, le cholécalciférol, n'est pas active telle qu'elle. Elle a besoin d'être hydroxylée à deux niveaux. Une première hydroxylation au niveau du foie, c'est une autre hydroxylation en 25, et ça va donner la 25-hydroxycholécalciférol. Et une deuxième hydroxylation au niveau du rein, c'est une hydroxylation en 1, sous l'effet d'une enzyme qui s'appelle la 1-alpha-hydroxylase. Ce qui va donner la 1,25-dihydrocholécalciférol, ou appelé également calcitriol, qui est le métabolite actif de la vitamine D. C'est ce métabolite-là qui va avoir une action biologique. Donc, pour pouvoir avoir de la vitamine D qui soit active, il faut que ça soit à partir du cholestérol, il faut l'éclairement lumineux, il faut être exposé au soleil, et aussi il faut avoir un foie qui fonctionne bien et un rein qui fonctionne bien pour que les deux hydroxylations se produisent. Maintenant, concernant les fonctions de la vitamine D. La vitamine D agit à plusieurs niveaux.
Au niveau de l'os, elle favorise la minéralisation osseuse. Au niveau de l'intestin, donc la vitamine D va stimuler l'absorption de calcium et de phosphore. Au niveau rénal, la vitamine D va augmenter la réabsorption tubulaire du calcium. Donc la vitamine D va épargner le calcium. Au niveau du muscle, donc il y a des actions musculaires de la vitamine D qui participent au métabolisme musculaire. Et la vitamine D agit également sur le système immunitaire et sur la neuroprotection. Ce qui nous intéresse pour ce cours, c'est surtout son action au niveau de l'os, de l'intestin et du rein. Qu'est-ce qui se passe dans le rachitisme quand on n'a pas assez de vitamine D parce que l'apport est insuffisant, parce qu'on n'a pas été supplémenté ou parce qu'on n'a pas été exposé au soleil? Cette carence en vitamine D, donc carence en métabolite actif de la vitamine D, donc comme il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas absorption et réabsorption du calcium, ce qui va entraîner une hypocalcémie. L'organisme va réagir à cette hypocalcémie en sécrétant de la parathormone. Cette parathormone qui a un rôle de amener du calcium dans la circulation. Donc cette parathormone, elle va agir au niveau de l'os, ce qui va entraîner une ostéolyse et libération du calcium à partir de l'os pour normaliser la calcémie. Et elle agit aussi au niveau du rein en entraînant une réabsorption du calcium avec élimination du phosphore. Donc si on veut récapituler, la carence en vitamine D va entraîner une diminution de l'absorption intestinale du calcium et du coup diminution de la minéralisation de l'os. L'hypocalcémie va entraîner une augmentation de la sécrétion de parathormone, ce qui va aggraver la destruction de l'os déjà minéralisé, ce qui va entraîner également une diminution de l'absorption intestinale des phosphates et une augmentation de l'excrétion urinaire des phosphates et aggrave la déminéralisation. Donc voilà ce qui était pour le métabolisme de la vitamine D et la physiopathologie du rachitisme. Et maintenant, nous allons voir ensemble ce qui est le dépistage et le diagnostic positif du rachitisme carentiel. Nous allons commencer par les facteurs de risque de rachitisme. Donc, les facteurs de risque de rachitisme sont un milieu social défavorable. Donc, dans un milieu social défavorable, l'apport alimentaire sera moins important et parfois l'exposition, c'est des logements insalubres, etc. Donc, il y a moins d'exposition au soleil. Le nourrisson entre 6 et 18 mois est à risque de faire un rachitisme. Pourquoi? Parce qu'il est en période de croissance rapide. Les enfants aussi à risque de rachitisme sont ceux qui n'ont pas eu de prophylaxie. Une carence maternelle en vitamine D peut entraîner un rachitisme chez l'enfant, d'où l'intérêt justement de supplémenter les mères pendant la grossesse en vitamine D. La prématurité est un facteur de risque de rachitisme. Pourquoi? Parce que la minéralisation du squelette se fait principalement au cours du dernier trimestre de la grossesse. Les grossesses multiples, le retard de croissance intra-utérin sont également des facteurs de risque de rachitisme, de même qu'une peau pigmentée est un facteur de risque de rachitisme. Et l'utilisation de certains médicaments, donc comme les corticoïdes, augmente également le risque de faire un rachitisme carentiel. Pour les circonstances de découverte, donc on peut découvrir le rachitisme dans diverses circonstances. Soit à l'examen clinique, on va regarder, on va trouver des signes cliniques de rachitisme. Donc on examine un nourrisson et on va trouver des signes cliniques de rachitisme. Ça, c'est une circonstance de découverte. On peut également découvrir un rachitisme devant des manifestations d'hypocalcémie, par exemple des convulsions ou une crise de tétanie. Ça, c'est surtout pour les rachitismes précoces. On peut également découvrir le rachitisme devant une complication infectieuse, devant un poumon rachitique. On peut également découvrir le rachitisme quand un enfant vient consulter pour un retard postural, retard à la position assise, retard à la marche. Et on peut découvrir également le rachitisme devant les déformations, c'est-à-dire que c'est un rachitisme qui est passé inaperçu et il arrive au stade de déformation, ce qui est exceptionnel de nos jours.
Comme type de description, nous allons prendre le rachitisme commun carentiel. Donc les signes cliniques se voient surtout entre 3 mois et 2 ans. Je vais vous parler des signes cliniques et ensuite je vous montrerai des photos pour bien comprendre. Le chapelet costal. Le chapelet costal est visible et palpable, donc au niveau du thorax. Un autre signe, c'est le craniotabès, qui est dû au ramollissement de la voûte crânienne. Il y a des bourrelets des poignets et des chevilles. Il y a un retard à la fermeture des fontanelles, retard de la dentition et retard des acquisitions, donc retard au maintien de la tête, à la position assise et à la marche. Et comme autre signe, hypotonie musculaire, météorisme abdominal, hernie ombilicale, hyperlaxité ligamentaire. Ça, c'est les manifestations musculaires de la carence en vitamine D. Il peut y avoir aussi des déformations orthopédiques évocatrices, qui sont l'incurvation concave en dedans des membres inférieurs, le génuvarum ou le génuvalgum, la coxa vara, des pieds plats et une kyphose exagérée. Donc voici des images pour bien comprendre les signes du rachitisme. Ici, sur cette image, le chapelet costal. Donc le chapelet, pour ceux qui ne savent pas, c'est SPA. Donc le rachitisme, qu'est-ce qui va se passer? Les jonctions chondrocostales vont être, ne s'ossifient pas, elles vont être ramollies et elles vont s'épaissir. Donc ce qui va donner cet aspect de chapelet, quand on regarde les côtes successives, donc d'une côte à l'autre, on a une boule au niveau chondrocostal, la première côte, deuxième, troisième, et ça donne cet aspect de chapelet costal ici, qu'on voit sur l'image. C'est pas très net, mais on le voit sur l'image. Il y a aussi un élargissement du thorax et cette ligne de Harrison qui est cet enfoncement ici sur les côtés. Ensuite, d'autres manifestations au niveau du thorax, c'est le thorax en carène, suivez ici la flèche, et la kyphose, donc la kyphose dorsale, une exagération de la kyphose dorsale. Donc, les déformations, on peut avoir un génuvarum, comme on peut avoir à gauche, comme on peut avoir un génuvalgum, l'image de droite. Voilà aussi un signe très caractéristique du rachitisme. Souvent, peut-être que vous voyez les pédiatres examiner les poignets des enfants. On regarde souvent le poignet des enfants parce que justement, c'est ici la plaque de croissance. Au niveau métaphysaire, il y a un élargissement de ces métaphyses. Ça s'appelle des nouures épiphysaires. Donc, ces bourrelets épiphysaires, ils sont dus à l'élargissement métaphysaire. Et c'est un signe évocateur de rachitisme. Donc, on voit ça au niveau des poignets. Et ici, vous avez également au niveau des chevilles. Et ici, l'image est peut-être un peu plus nette au niveau du poignet en bas. Voilà pour ce qui était des manifestations cliniques. Maintenant, nous allons parler des manifestations biologiques du rachitisme. Donc, au niveau du crâne, il va y avoir un amincissement de la voûte avec un retard d'ossification. Donc, de façon générale, c'est un retard d'ossification et une déminéralisation osseuse. Au niveau des membres, donc au niveau des métaphyses, un aspect caractéristique, c'est l'élargissement métaphysaire et métaphyso-épiphysaire. Les lignes métaphysaires vont être incurvées en cupules, d'aspect flou, frangé, dentelé et avec des spicules latéraux. C'est l'aspect qu'on appelle aspect en toit de pagode, les pagodes chinoises. Donc c'est un aspect en toit de pagode, avec des becs. Au niveau des épiphyses, il va y avoir un retard d'apparition des noyaux et des contours flous et irréguliers. Au niveau diaphysaire, déminéralisation, incurvation, fracture, décollement périosté et les stries de Loser-Milkman. Donc voici un petit peu les images. Regardez l'incurvation des os. Les os sont déformés, incurvés. Au niveau des métaphyses, regardez les métaphyses comme elles sont élargies en toit de pagode. Elles sont élargies et avec des spicules latéraux en toit de pagode. Sur cette image, on voit bien la déminéralisation osseuse. Regardez, elle est plus marquée au niveau du fémur. On a l'impression que ce fémur est vide à l'intérieur. Voici les bouchons de champagne. Donc, c'est ce qui correspond au chapelet costal qu'on a vu
cliniquement. Donc là, regardez l'arc antérieur des côtes. Donc pas l'arc postérieur, mais l'arc antérieur, la jonction chondrocostale. Il y a cette image qu'on appelle des images en bouchon de champagne, qui correspondent à ce qu'on a dit cliniquement, c'est le qui correspond au chapelet costal. Voilà, c'est l'aspect caractéristique. Là, c'est un peu comme un champignon. Là, on voit un peu mieux. C'est un peu comme un bouchon de champagne. Voilà, c'est arrondi comme un bouchon. Ça ressemble aussi à un champignon. Donc voilà pour ce qui était de la radiologie. Maintenant, je vais vous parler des examens biologiques. Donc, ils permettent de connaître le stade du rachitisme. Alors, il y a 3 stades au rachitisme. Dans le premier stade, il y a, on a dit, pas de vitamine D, le calcium n'est pas absorbé, la calcémie va baisser. La calciurie est également basse, la phosphorémie est encore normale et les phosphatases alcalines augmentent. La parathormone est encore normale. Ça, c'est le stade 1. Une fois que la calcémie basse, il va y avoir ce mécanisme réactionnel qui est sécrétion de parathormone pour ramener du calcium dans la circulation sanguine. Et c'est là qu'on va arriver au stade 2. Dans le stade 2, sous l'effet de la parathormone, la calcémie s'est normalisée. La calciurie est très basse parce que la parathormone fait qu'il y a réabsorption très importante de calcium. La phosphorémie est basse parce que le calcium est échangé contre du phosphore. Les phosphatases alcalines sont augmentées et la parathormone est augmentée. Quelque chose d'important, c'est que qui dit rachitisme dit phosphatase alcaline augmentée. C'est ça l'élément biologique majeur du rachitisme, les phosphatases alcalines augmentées. Et ces mécanismes de compensation, au bout d'un moment, si on n'a pas traité, ils vont être dépassés et on arrivera au stade 3 dans lequel il y a hypocalcémie, hypocalciurie bien sûr, hypophosphorémie. Donc le calcium est bas, le phosphore est bas, les phosphatases alcalines sont très augmentées et la parathormone est très augmentée également. Donc voilà, nous en arrivons maintenant au traitement du rachitisme. Le traitement est très facile, c'est une carence en vitamine D, il faut ramener de la vitamine D. Donc c'est apporter de la vitamine D 2 ou D3 en dose de charge, de préférence, et apporter systématiquement du calcium jusqu'à normalisation des phosphatases alcalines. Bien sûr, on fait quand même un bilan pédiatrique pour vérifier que tout fonctionne bien, que ce rachitisme n'est pas en rapport avec un problème d'hydroxylation au niveau rénal ou au niveau hépatique. Donc, en fonction des stades, dans le stade 1, l'hypocalcémie modérée, on va commencer par donner du calcium pendant 10 jours. Ensuite, une fois que le calcium est normal, on donne une dose de charge de vitamine D à raison de 200 000 unités. Il ne faut jamais donner de vitamine D quand la calcémie est basse. Parce que la vitamine D va faire entrer le calcium dans les os, donc elle va aggraver l'hypocalcémie. Donc s'il y a un message important, c'est ne jamais donner de vitamine D quand la calcémie est basse. On commence par normaliser la calcémie et ensuite on donne la vitamine D. Dans le stade 2, la calcémie est normale. Dans ce cas-là, on donne une dose de charge de vitamine D et du calcium en parallèle, jusqu'à normalisation des phosphatases alcalines. Dans le stade 3, c'est une hypocalcémie grave. Dans ce cas-là, dans le stade 3, c'est important de corriger l'hypocalcémie par voie intraveineuse, sous monitoring cardiaque, à raison de 1 g par mètre carré, jusqu'à normalisation de la calcémie. Une fois que la calcémie est normale, on prendra le relais par du calcium pérose et on donnera une dose de charge de vitamine D. Donc si on veut résumer le traitement, c'est du calcium et de la vitamine D. Si la calcémie est basse, on commence par le calcium et ensuite la vitamine D. Si la calcémie est normale, on les donne en parallèle. Et on va continuer à donner du calcium jusqu'à normalisation des phosphatases alcalines. Donc voilà pour ce qui était du traitement et nous allons maintenant parler de la prévention du rachitisme. La prévention du rachitisme repose sur la supplémentation en vitamine D. Donc il y a 2 volets, l'ensoleillement est important, mais surtout nous insistons sur la prévention, sur la supplémentation en vitamine D.
Pour ce qui est de l'ensoleillement, l'exposition pendant 2 heures de la face et des mains est suffisante pour assurer un taux normal de vitamine D. Mais elle est insuffisante à elle seule, parce qu'il y a des variations saisonnières et aussi des conditions socioculturelles. C'est vrai que notre pays, j'ouvre une parenthèse, nous sommes un pays où il y a beaucoup de soleil. Cependant, culturellement, on ne s'expose pas au soleil. On passe notre vie à nous cacher du soleil. On met des vêtements couvrants, on couvre la majeure partie de notre corps et on essaye d'éviter le soleil. Surtout les femmes, on met de l'écran total pour ne pas brunir. Donc, du coup, nous sommes tous carencés en vitamine D. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas, surtout que là, c'est bientôt l'hiver, à tous aller prendre une ampoule de vitamine D. C'est très important. C'est vrai qu'on a beaucoup de soleil dans notre pays, mais quand on s'expose au soleil, même les personnes qui vont à la plage et qui se mettent en maillot de bain et qui s'exposent au soleil, vont mettre de l'écran total, et l'écran total ne laisse pas passer les UV. Si on n'a pas d'UV, on ne fabrique pas de vitamine D. Les gens s'exposent au soleil, ils pensent qu'ils ont fabriqué de la vitamine D, mais comme ils ont mis de l'écran total, en fait, ils n'ont pas fabriqué de vitamine D. L'écran total fait que on ne fabrique pas de vitamine D. Donc ça, c'était une parenthèse pour dire que la majorité des Algériens sont carencés en vitamine D et qu'il faut prendre une ampoule de vitamine D au début de l'hiver de préférence. Ensuite, l'apport de vitamine D. Donc les besoins, selon l'OMS, sont de 400 unités par jour. La vitamine D est apportée en très faible quantité par l'alimentation. Les laits infantiles sont supplémentés en vitamine D. Mais ce n'est pas suffisant, il faut donner de la vitamine D. Alors, la stratégie de prévention varie selon les pays. En Algérie, donc, depuis 1998, la stratégie consiste à donner une ampoule de 200 000 unités à l'âge de 1 mois et à l'âge de 6 mois. Avant, donner à 1 an et 18 mois. Cette ampoule doit être donnée directement dans la bouche, jamais dans le biberon, car elle colle à la paroi et n'est pas absorbée. Donc c'est très important. Comment on fait? Soit on la verse directement sur la cuillère, on secoue l'ampoule directement sur la cuillère et on la met dans la bouche, soit on va la remplir dans une seringue, on enlève bien sûr l'aiguille, et on va mettre sur la joue du nouveau-né, du nourrisson. Donc le nourrisson, on le met légèrement penché sur le côté pour éviter qu'il fasse une fausse route. Avec la seringue, on va mettre la seringue au niveau de sa joue et on va donner doucement la vitamine D pour éviter qu'il avale de travers. Donc quelque chose de très important, ne jamais la mélanger à du lait, à de l'eau, etc. Ne jamais la donner dans le biberon. Il faut prendre la vitamine D et la donner directement dans la bouche pour être sûr que tout est absorbé, qu'elle n'est pas restée collée à la paroi du biberon ou du verre, etc. Et il faut inscrire chaque prise dans le carnet de santé. Et à chaque fois qu'on voit un enfant, un nourrisson en consultation, on vérifie qu'il a bien pris sa vitamine D, sinon on lui redonne. Donc je voulais aussi ouvrir ici une parenthèse pour dire que apparemment, ces 2 dernières années, il y a des petits problèmes dans la prévention du rachitisme. Parce qu'on reçoit beaucoup de cas de rachitisme carentiel, alors qu'avant, le rachitisme carentiel avait pratiquement disparu. Je me rappelle quand j'étais résidente, voir un cas de rachitisme carentiel, c'était vraiment exceptionnel. Et je parle de rachitisme carentiel, pas les autres rachitismes. Il y a des rachitismes vitamino-résistants, mais depuis quelques temps, donc je pense qu'il y a quelque chose, la prévention, peut-être que les polycliniques n'ont pas assez de vitamine D, ou je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de nourrissons qui ont fait des rachitismes carentiels bêtement, juste parce qu'ils n'ont pas reçu leur dose de vitamine D à l'âge de 1 mois et à l'âge de 6 mois. Donc, c'est notre rôle de soignant de vérifier les carnets de santé, de vérifier que la vitamine D a bien été prise à 1 mois et 6 mois. Si elle n'a pas été prise, d'en redonner. Cette stratégie va probablement changer. Apparemment, il y a quelque chose à l'étude au niveau du ministère. Car ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant de donner uniquement à 1 mois et à 6 mois. Donc peut-être que ça va changer dans les années à venir. Pour l'instant, le programme national, c'est vitamine D à l'âge de 1 mois et 6 mois. Une ampoule de 200 000 unités directement dans la bouche.
particulier les prématurés et les petits pois de naissance. Chez ces enfants-là, qui sont plus à risque de rachitisme, l'idéal est de les supplémenter à partir de l'âge d'1 semaine avec une solution de vitamine D3. C'est de la vitamine D en gouttes, donc elle n'est pas disponible en Algérie. Souvent, les parents se la procurent d'ailleurs. Et c'est 3 gouttes par jour, soit 1200 unités pendant 12 mois. Les mamans, c'est très important de supplémenter les mamans. Donc les mères exposées à une carence vitaminique sont supplémentées par une dose de charge de 200 000 unités au cours du 7e mois de la grossesse. Donc l'idéal, c'est de donner carrément à toutes les mamans, au 7e mois de la grossesse, une dose de vitamine D. Quand après, il y a possibilité aussi de doser la vitamine D et de ne supplémenter que celles qui sont carencées. D'autres mesures de prévention peuvent être préconisées, comme l'exposition des enfants au soleil quelques minutes par jour. Donc une vingtaine de minutes par jour, c'est très bien. Mettre les jambes, les bras au soleil, le visage au soleil, en mettant un chapeau. Donc une vingtaine de minutes tous les jours, c'est très très bien. Mais ceci en aucun cas ne doit supplanter la vitamine D exogène. C'est-à-dire qu'il faut faire la prévention en donnant de la vitamine D à l'âge de 1 mois et de 6 mois. Et le rachitisme carentiel devrait disparaître de notre pays car sa prévention est simple, est efficace et est à la portée de tout médecin ou auxiliaire médical, quel que soit son lieu de travail. Et ça sera ma conclusion. C'est donc sur ça que je conclurai. Le rachitisme carentiel est un bel exemple de prévention efficace et à peu de frais, puisqu'on observe presque plus de cas de rachitisme carentiel. Et cette réussite ne doit pas faire oublier que dans un tel domaine, les procédures doivent être régulièrement évaluées afin de pouvoir les rendre toujours plus appropriées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse de vous avoir posté ce cours en retard par rapport à la date du cours. C'était indépendant de ma volonté. Voilà. Mais du coup, pour me rattraper, je vous épargne la prévention de la tuberculose. Comme ça, vous aurez moins de choses à réviser pour votre examen. Bon courage!